Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Vous êtes, vous, comme beaucoup de Français, prise aux Jeux Olympiques, aux Jeux? Oui, bien sûr. Enfin, évidemment, c'est formidable, toutes ces médailles. C'est formidable de voir ces performances. Non, je pense que ça fait du bien. Et voilà, là, je me baladais un peu partout en France ces derniers jours. Et on voit quand même que les gens, après les 2 dernières années qu'ils ont vécues, sont contents aussi d'avoir de quoi se réjouir un petit peu, même si tout n'est pas rose dans ces Jeux. Et on a tiré la sonnette d'alarme sur plusieurs choses qui nous paraissent très problématiques. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on est très, très fiers des athlètes français aujourd'hui. Vous, personnellement, ça vous touche le clapping géant pour Léon Marchand au Club France, la ferveur, l'euphorie même à la Concorde au basket 3-3 hier soir, le Suédois Duplantis qui s'envole dans le ciel du Stade de France? Bien sûr que ça touche. Ce qui touche, c'est la performance. Ce qui touche, c'est les parcours de vie de ces athlètes. Ce qui touche, c'est le fait qu'on soit capable de se réunir autour de ça. Ça touche, évidemment. Moi, ce qui me touche aussi, c'est le profil des médaillés d'or. C'est l'image de la France que l'on renvoie, qui pour moi est à 10 000 lieues des polémiques montées par l'extrême droite, est une image de diversité, est une image de courage, de force, de valeur, de partage. C'est ça qui me touche. C'est l'image de mon pays, la France que moi j'aime, la France dans laquelle j'ai grandi et que j'ai l'impression d'avoir vu revenir en fait justement avec ces médaillés d'or. Je pense notamment à Teddy Riner, à toute l'équipe de judo, mais aussi à Léon Marchand. Et ça, c'est très très beau. Et ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Alma Dufour, le 25 juillet, avant la cérémonie d'ouverture, la France Insoumise a annoncé vouloir mettre en place une commission d'enquête sur ces Jeux. Oui. Est-ce que c'est encore le cas? À quoi ça va servir? Pourquoi? Alors, parce que justement, si tous les Françaises et les Français sont heureux de voir les Jeux, sont heureux de profiter du sport, c'est pas des girouettes et c'est pas des imbéciles. Et je pense qu'ils apprécient assez peu le fait que sous couvert de la grande fête des Jeux, on essaye de leur faire avaler un peu tout et n'importe quoi politiquement. Et typiquement, on se pose la question sur la rentabilité de ces Jeux pour l'économie nationale, sur des investissements colossaux qui ont été réalisés notamment par exemple pour rendre la Seine baignable, et ça n'a échappé à personne qu'elle ne l'est qu'à moitié, qu'il y a des triathlètes qui ont été contaminés. Ça choque les gens. Pas sûr. Alors, il n'y a pas de triathlètes contaminés officiellement. Pour l'instant, on a des doutes, mais en tout cas, ce qui choque les gens, c'est que dépenser 1,5 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable, alors qu'on a des problèmes d'accès à l'eau potable dans les territoires d'outre-mer, c'est des choses qui ont choqué. Expulser des étudiants à l'appel, expulser des personnes en précarité de logement, si, mais sans doute, mais en tout cas, les choix devront être mesurés par rapport à l'efficacité de l'argent public qui a été investi. Il y a beaucoup de choses qui posent problème dans ces Jeux et ça n'enlève en rien le plaisir du sport et le plaisir de la compétition sportive. C'est deux choses très différentes. Sauf que c'est précisément ce que vous écrivez dans l'appel et dans l'annonce de cette commission d'enquête populaire. Vous dites ça n'a plus rien à voir avec la cohésion et le plaisir du sport. Depuis 10 jours, on la voit, la cohésion et le plaisir du sport. Bien sûr, mais attendez, pour les habitants de la Seine-Saint-Denis qui, pendant des mois, ont vu des travaux colossaux, des piscines gigantesques se construire dans leur territoire, alors qu'ils sont plusieurs mois de l'année privés d'ascenseurs dans leur logement, alors que leurs enfants ont du mal à accéder à la piscine, alors qu'il pleut dans les lycées du 93. Ça, c'est aussi des choses douloureuses. Notamment, les députés qui sont à la tête, on va dire, de cette commission d'enquête sont des députés du 93, voient l'écart colossal, comme je le disais, qu'il y a entre les investissements réalisés pour le quotidien des Françaises et des Français et ce qui a été mis sur la table, par moment avec succès, par moment avec un peu moins de succès, pour des infrastructures des Jeux Olympiques dont on ne sait pas exactement à quel point ça va apporter une plus-value. Précisément, la Seine-Saint-Denis, c'est 4000 logements qui vont être issus du village olympique. C'est pas énorme, 4000 logements. Chaque année, il y en a 10 000. C'est 4000 d'un coup. Alors, c'est sans doute pas assez, mais c'est 7 piscines, je crois, dans un département où plus d'un gamin sur deux en Quand je vous dis, je pense que ce qui pose aussi problème dans cette année, c'est qu'il pleut dans des lycées, c'est qu'il y a dans des HLM des problèmes d'ascenseurs, des problèmes d'insalubrité colossaux dans les logements sociaux. C'est des problèmes d'infrastructures du quotidien qui seront pas forcément résolus par les infrastructures sportives, même si elles sont quand même bienvenues en partie. Mais c'est ça que je veux dire. On est censé être à l'euro près en termes d'argent public. On est censé contrôler la dépense publique. Et là, on a une dépense absolument colossale, des rallonges budgétaires qui sont décidées sans vraiment contrôle démocratique et sans contrôle de ce qui va rentrer à la fin, in fine, dans les caisses de l'État. Donc c'est tout à fait normal que les parlementaires aient un droit de regard, et à travers nous, le peuple français, sur comment on utilise l'argent public en France. Mais elle entendra qui, cette commission d'enquête, par exemple? Justement, on entendra à la fois des chefs d'entreprise, on entendra à la
la fois des élus locaux, on entendra à la fois des experts financiers aussi sur la rentabilité des Jeux, on va entendre tout l'écosystème en fait de ce que ça a été comme opération économique les Jeux Olympiques pour la France. C'est ça le but. Ça c'est à la rentrée, septembre. Ça c'est à la rentrée, oui, tout à fait. Vous parliez de la Seine. Il y a eu des entraînements annulés, mais globalement, il y a encore quelques mois, peu croyaient que les épreuves auraient lieu. Or, elles ont eu lieu. Ça, c'est quand même, il y a peut-être des choses à affiner. Moi, je pense que j'attends de voir c'est un héritage écologique considérable quand même, et qui fait du bien à tout le monde. Vous trouvez, très très honnêtement, l'eau de la Seine, ça a été une bataille colossale pour la rendre. C'est 37 variétés de poissons au lieu d'une dizaine. À peu près. Mais vous savez très bien que la Seine est extrêmement polluée, qu'on a du mal à contrôler dès qu'il pleut. En fait, on a du mal à contrôler les infrastructures, ce qui est rejeté dans la Seine, qu'on a des enjeux écologiques absolument. Mais donc il fallait renoncer à restaurer ce milieu naturel-là. Franchement, c'est pas la Seine à ce stade-là, dans cet endroit-là à Paris, n'est pas exactement un écosystème naturel. Il y a énormément de choses à faire pour préserver nos écosystèmes naturels. Moi, qui suis élue en Seine-Maritime, par exemple, on a des investissements colossaux à réaliser pour se préserver de la crue de la Seine, justement, par rapport à la montée des eaux. Tout cet argent-là est absolument pas mis sur la table. On est super carencé en termes d'investissement dans la transition écologique. Et là, la priorité, c'est de rendre la Seine à Paris baignable. Aux Parisiens. Non, mais attendez, vous pensez vraiment qu'elle va être baignable au quotidien ? C'est la promesse, c'est sur 4 promesse, mais moi je suis absolument persuadée que ce ne sera pas le cas. Malheureusement, les efforts et les investissements pour qu'elle soit baignable de façon très très contrôlée à une période précise de l'année sont tellement énormes que ça paraît absolument improbable qu'elle le reste. Vous savez, les plages au bord de l'océan, certains jours sont fermées parce qu'il y a des bactéries. Donc non, mais c'est pas exactement la même chose, une plage au bord de l'océan et la Seine au milieu de Paris. Voilà. De toute manière, je pense que très sincèrement, tout le monde a conscience que c'est une gageure, tout le monde a conscience que ça ne restera pas baignable, que les gens, malheureusement, dans un an, ne passeront pas leur été à se baigner dans la Seine. Oui, mais rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Alma Dufour. Et je pense encore une fois, et si ça doit nous coûter à chaque fois 1,5 milliard d'euros par an, qu'il faut peut-être renoncer à ce mais pour les autres fleuves. Et peut-être que la question se pose effectivement de comment le financer, mais vous considérez que c'est pas du tout une priorité. Pour moi, c'est pas du tout une priorité par rapport aux investissements dans la transition écologique qu'il y a à réaliser. Là, on parle de maisons qui peuvent être inondées, on parle d'usines Céveso situées en bord de Seine, on parle aussi de territoires où il y a plus d'eau à l'inverse. Là, on parle, comme je vous le disais, les territoires d'outre-mer. Là, on parle d'enjeux beaucoup plus vitaux pour les Françaises et les Français. On va évoquer le prochain ou la prochaine Première ministre, le prochain gouvernement avec vous, Alma Dufour. Dans une minute, le temps du fil info, puisqu'il est 8h40. Claire Checaglini. Les lois de la pesanteur défiées par un homme muni d'une perche. 2e titre olympique après Tokyo et nouveau record du monde pour Armand Duplantis. Le champion suédois a sauté à 6,25 m hier soir. Après le BMX, le VTT et la course sur route, encore des chances de médailles françaises pour les cyclistes côté hommes. Épreuve sur piste aujourd'hui. 2 équipes tricolores sont en lice pour le bronze. L'une concourt en vitesse, l'autre en poursuite par équipe. Des interventions bénignes qui tournent au drame entre 2008 et 2017. Point commun des patients, leur anesthésiste Frédéric Péchier. Le médecin de Besançon est renvoyé devant les assises du Doubs pour 30 empoisonnements. 12 ont abouti à des homicides. 109 morts au moins au Bangladesh hier lors d'affrontements entre manifestants et policiers. Bilan quasi identique avant-hier. Ce lundi, la première ministre a été chassée du pouvoir. Elle a pris la fuite pour se réfugier en Inde. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Avec Alma Dufour, députée LFI, Nouveau Front Populaire de Seine-Maritime. Donc le prochain Premier ministre sera sans doute connu dans quelques jours, dès la fin des Jeux. Dans le Figaro ce matin, Aurore Berger, l'ancienne patronne des députés macronistes, demande à ses troupes de s'entendre avec les Républicains pour gouverner ensemble. Selon vous, ça va se terminer à droite, cette affaire ? Ça va sûrement tout mal se terminer, parce qu'on a quand même la 3e et la 4e force de l'Assemblée nationale qui se mettent à magouiller ensemble pour essayer de garder un gouvernement contraire au choix des Français qui se sont exprimés quand même à 2 élections de suite, qui se sont exprimés pour qu'on les sorte notamment de cette crise terrible du pouvoir d'achat. Et donc ça veut dire qu'en septembre, ce gouvernement qui est illégitime finira par tomber probablement devant l'Assemblée nationale. Mais le Nouveau Front Populaire, qui a de fait le plus gros contingent de l'Assemblée, 193 députés, n'a pas de majorité. Vous vous dites
pourquoi on a tant traîné, pourquoi on a tergiversé, notamment sur le choix d'un candidat ou d'une candidate pour Matignon. Voilà. Ah non, moi je me dis pourquoi Emmanuel Macron est un président qui s'obstine à ne pas écouter le désir des Françaises et des Français, à ne pas respecter les résultats des élections qu'il a lui-même convoquées. Parce que comme vous l'avez dit, oui, il peut essayer de prolonger, on va dire, son sursis. Il peut essayer de magouiller, puisque nous n'avons pas la majorité absolue. Il peut essayer de faire des combines avec les Républicains. Le résultat est quand même que les Français l'ont placé en 3e position aux européennes, l'ont placé en 3e position aux législatives, au premier tour des législatives. Les Français ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Toute la presse internationale le voit, c'est criant, critique la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron. Donc là, il s'achète un mois de plus, mais ça ne va pas durer très longtemps. Dans ces conditions, est-ce que Lucie Castet est toujours la bonne première ministre? Bien sûr. Je veux dire, essayons-la. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est quelqu'un qui a un profil aussi peut-être plus technocratique, qui peut rassurer aussi les observateurs qui se disent à la gauche au pouvoir, ça risque d'être problématique avec tout le programme qu'on veut mettre en œuvre, tous les grands changements que l'on veut conduire. Évidemment que nous soutenons toujours la candidature de Lucie Castet, et honnêtement, Emmanuel Macron ne va pas avoir le choix, sauf si le Rassemblement national décide de fait de soutenir Emmanuel Macron et donc de soutenir sa politique de casse sociale qu'il continue à mener. Sauf qu'il faut, pour que ça fonctionne, pour Lucie Castet, que d'autres forces de l'Assemblée viennent constituer des majorités avec vous sur certains textes. Or, les 2 tiers des députés ne veulent pas, disons les choses clairement, de la France insoumise. À tort ou à raison, c'est devenu une espèce de repoussoir. Quel diagnostic vous faites? Est-ce que les déclarations régulièrement, une Sofia Chikirou qui relaie un hommage au chef du Hamas, et c'est reparti. Ça n'est pas condamné clairement, et cette alliance, elle fait peur. C'est un fait, elle fait peur. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Non, moi j'en tire les conclusions j'en tire pas du tout ces conclusions-là. J'en tire les conclusions la France insoumise a déposé par exemple une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, et que tout de suite il y a des députés qui ont commencé à se positionner et dire qu'ils voteraient sans doute pour. J'en tire la conclusion que même le Rassemblement national a dit qu'il voterait pour cette proposition de loi. Donc j'en tire la conclusion que projet par projet, comme c'est le but du nouveau Front populaire, c'est-à-dire avant tout de s'attaquer à la crise sociale, à la crise du pouvoir d'achat, à la crise de l'inflation, au problème de vie digne en fait, et du travail qui devient de plus en plus pénible, que nous trouverons évidemment des majorités pour voter des textes qui sont plébiscités par plus de 90% des Français. Je pense à l'indexation des salaires sur l'inflation, par exemple, c'est 93% des Français par sondage, mais même ils sont favorables. Donc moi, je pense que si on dépose ce type de proposition de loi dès septembre, elles seront votées. Mais même sur les retraites, c'est pas clair au sein de votre camp. Les socialistes sont pas complètement raccords sur les annuités, sur le départ à 60 ans. Discussions. Le nouveau travail que fait Lucie Castet en ce moment, c'est clair pour vous? Oui, mais c'est quand même clair qu'on est d'accord sur 62 et progressivement revenir à 60. Notre programme... C'est 60, les socialistes passent... C'était plutôt 62, mais on est en train de négocier et de se montrer mutuellement nos objections, ce qui est possible, pas possible. Justement, c'est ça une alliance, c'est dans le respect, dans le dialogue, dans des arguments constructifs qu'on avance. Elle tient dans la durée, cette alliance? Mais elle tient dans la durée parce que c'est fou, parce que chacun essaye de pointer nos divisions, soi-disant ce qui n'irait pas, etc. Mais on est quand même... Mais vous les pointez également dans le camp d'en face. On est quand même le seul groupe politique... Non, mais ce que je veux dire, c'est que les médias ont eu beau jeu de dire oui, vous n'êtes pas prêt à gouverner, etc. On est le seul camp politique qui a un programme chiffré soutenu par 300 économistes, un programme sur lequel on a discuté point à point de tous les enjeux, à la fois économiques, sociaux, mais aussi géopolitiques. Évidemment, ça n'a pas été simple. Évidemment, par moments, ça a été même tendu. Mais je pense qu'on est plus d'accord entre nous, entre les différents partis qui composent le NFP, que certains députés du camp macroniste entre eux sur les sujets géopolitiques ou économiques, ou même que les républicains et les macronistes aujourd'hui. La balle, elle est dans le camp aujourd'hui de qui? De Lucie Castet, qui doit mener plus campagne, entre guillemets, d'Emmanuel Macron? C'est pas à Lucie Castet d'apprendre à Emmanuel Macron à respecter les Françaises et les Français. Pardon. C'est à Emmanuel Macron de se rendre compte que son ère, elle est révolue, que si il veut que son camp, qui se représente en 2027, il peut pas là aujourd'hui, mais qu'il trouve une manière ça veut dire ou qu'il laisse un successeur le faire. Mais en tout cas, jusqu'à 2027, il a perdu les européennes, il a perdu les législatives. Il doit absolument écouter le peuple français qui ne veut plus de sa politique. Je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. La presse internationale, en tout cas, ça lui saute aux yeux. Et à un moment donné, ça finira mal cette histoire s'il donne l'impression aux Françaises et aux Français que voter
ne sert absolument à rien. Parce que les 49-3, parce que finalement la première force arrivée première au résultat des législatives n'est pas appelée au gouvernement, parce qu'il gèle le corps électoral et il fait une dissolution, décide en catastrophe, et ça ne gêne absolument aucun commentateur, parce que tout ça, en fait. À un moment donné, s'il veut que l'extrême droite rafle le pouvoir dans ce pays, il n'a qu'à le dire, en fait. Mais c'est exactement le mode d'emploi pour y arriver. Alma Dufour, les sorties irritantes, j'ai pas entendu votre réponse sur régulière, qui font hurler les socialistes, dans le cas de Sofia Chikirou, qui relaie un hommage au chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, après son assassinat. Vous les condamnez ? Écoutez, je pense que c'était d'ailleurs, moi, j'ai pas vu cette sortie. C'était une sortie sur son compte personnel. Instagram. C'est un relais, je crois, d'un visuel. J'ai trouvé ça. C'était de l'information. Voilà. Clairement. Écoutez, j'ai trouvé ça que ça n'avait pas lieu d'être, que ça n'avait pas sa place et que c'était très dommage parce que ça brouille le message. Que moi, ce que je sais, c'est que la position de mon mouvement, elle est très claire. C'est que nous demandons depuis le début du conflit et depuis le 7 octobre que les dirigeants du Hamas soient jugés par la Cour pénale internationale. Par contre, mais c'est même dans l'accord du nouveau Front mais c'est populaire. tout à fait dans l'accord. Donc c'est un coup de canif dans le contrat. Non, alors attendez, c'est pas un coup de canif dans le contrat parce que personne n'a dit vive le Hamas et personne n'a dit il ne faut pas qu'il soit jugé et condamné. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les négociations sont plus qu'au point mort du fait justement de l'assassinat du leader politique et non militaire du Hamas. Et ça, tous les experts géopolitiques le disent, c'est-à-dire quel que soit le regard qu'on porte évidemment sur le Hamas, sur sa nature profondément islamiste, sur sa nature théocratique, autoritaire, dictatoriale, quel que soit le regard qu'on porte là-dessus. Pourquoi ce mot-là saute toujours et terroriste, puisque... voilà. Oui, terroriste, si vous voulez. Mais je veux dire, oui, terroriste. Bon. Quel que soit le regard qu'on porte, du coup, sur le Hamas, la question de l'assassinat de la personne qui était en train de mener les négociations pour un cessez-le-feu, et donc la question de l'escalade du conflit dans la région est très, très, très inquiétante. Donc, on a le droit aussi de dire qu'Israël s'enferme dans une dérive en attaquant sur le sol iranien, en bombardant le Liban, en bombardant la Syrie, tout ça en une semaine concentrée, qui est excessivement inquiétante pour tous les pays concernés, mais aussi même pour les États-Unis, qui tirent vraiment la sonnette d'alarme sur le risque d'escalade. On reviendra sur le Proche-Orient juste après la pause, mais simplement pour en finir avec la gauche et le nouveau Front populaire. Bernard Cazeneuve, dont le nom circule pour Matignon, est-ce que c'est une hypothèse acceptable pour vous ? Moi, je reste fidèle à l'hypothèse. Qui réunira peut-être plus largement que Lucie Castel. Non, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas besoin de réunir un soutien à chaque nom qui compose le gouvernement de la part des députés de l'Assemblée nationale. Nous avons besoin que les députés choisissent en leur âme et conscience s'ils sont pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites, s'ils sont pour ou contre l'augmentation des petits salaires et l'augmentation des petites retraites, et s'ils sont contre, qu'ils déposent une motion de censure et qu'ils fassent tomber le gouvernement. C'est ça qu'on demande aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous devons proposer, car nous sommes arrivés en tête. Il dispose et il décide sur nos propositions. Donc Bernard Cazeneuve ? Bernard Cazeneuve, non, c'est non, parce qu'il est trop orienté. Il est trop orienté vers le centre. Il représente pas le barycentre du programme économique et social du nouveau Front populaire. Il est trop loin de l'équilibre qu'on a réussi à trouver entre toutes les forces qui composent le nouveau Front populaire, qui est quand même un programme, il faut le dire, économique et socialement de rupture, et le seul qui soit à même de sortir notre pays de la crise. Il est 9h-10, Alma Dufour, on se retrouve juste après le fil info, c'est avec Claire Checaglini. La France dans le top 5 des nations olympiques, on peut le faire, assure Amélie Oudéa-Castéra. On est dans la course, ajoute la ministre démissionnaire des Sports. Les Bleus ont pour l'instant décroché 48 médailles. La France est donc 3e derrière les États-Unis et la Chine. La Polynésie célèbre son héros, Kaoli Vast, premier champion olympique tahitien. L'enfant du pays rapporte le premier titre de surf à la France et la deuxième médaille de la nuit depuis une plage de sable blanc. Johan Defay est ressortie, elle, bronzée de la vague mythique de Teahupoo. Appel d'Anthony Blinken à casser le cycle de violence au Proche-Orient. L'escalade n'est dans l'intérêt de personne, a martelé le chef de la diplomatie américaine. Propos tenus à la suite d'une réunion d'urgence à la Maison-Blanche face au risque de guerre Iran-Israël. Plus de 70 migrants, dont une douzaine d'enfants, interpellés hier dans la Somme sur la côte picarde. Ils avaient notamment fui soit l'Afghanistan, soit le Soudan ou encore l'Iran ou l'Irak. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Et Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, le Proche-Orient, disons un mot, la crainte d'un embrasement, vous la partagez ? Oui, je pense que tout le monde la partage, je pense que c'est extrêmement inquiétant. En réalité,
aucun des pays n'a intérêt à cet embrasement, à cette escalade, mais sauf peut-être une partie du gouvernement d'extrême droite israélien qui a l'air de pousser un peu tout le monde dans ses retranchements et à la faute et dans une fuite en avant jusqu'au boutisme, parce qu'on ne sait plus trop exactement quels sont leurs objectifs dans la bande de Gaza. Donc à part une partie, et je pense qu'une partie du gouvernement israélien, en fait personne n'a intérêt, mais c'est le propre de l'escalade, c'est que chacun se voit pour des raisons internes obligé d'aller toujours plus loin, et l'Iran... Tout le monde admet malheureusement que l'Iran n'a pas vraiment le choix pour des considérations internes auprès de sa propre population que de répondre et de riposter à l'attaque israélienne. Et c'est ça justement que l'on redoute. Qui est selon vous à la clé d'une forme d'apaisement ? La communauté internationale et en premier lieu les États-Unis. Je pense que laisser, entre guillemets, Israël agir comme il le fait depuis maintenant 10 mois dans la région, c'est-à-dire à la fois de mener une riposte complètement disproportionnée sur la bande de Gaza, d'affamer volontairement 2 millions de personnes et maintenant de bombarder les pays voisins, ne peut plus continuer comme ça. Cette situation... Elle ne peut plus être résolue seulement par les parties prenantes au conflit. Il faut absolument que le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment, décide d'intervenir. Nous le demandons depuis des mois. Nous demandons l'envoi des casques bleus à Gaza. Nous, la France Insoumise, nous le demandons. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse empêcher le massacre, mais aussi des sanctions économiques contre les différentes parties qui contribuent à cette escalade. Évidemment Israël, mais aussi l'Iran et toutes les parties qui contribueraient à alimenter la tension dans cette région qui est une poudrière. La France, l'Europe n'ont aucune voix là-dedans. Mais parce qu'elles ne décident de ne pas en avoir. Je veux dire, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Les États-Unis sont le premier partenaire militaire, mais l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. On n'a toujours pas suspendu, ne serait-ce que l'accord d'association économique et diplomatique avec Israël, qui est un accord extrêmement avantageux. Mais oui, mais il est marqué dans l'accord qu'en cas de violation avérée et grave des droits de l'homme, il peut être suspendu. Il n'y a aucune mesure tangible de rétorsion économique, ne serait-ce que minime, qui ont été prises. Je veux dire, on ne parle même pas des sanctions économiques qui ont été adoptées contre la Russie à très juste titre, mais là, on ne parle même pas de ça. On parle juste d'un accord préférentiel très avantageux qui n'est même pas suspendu. On n'a même pas commencé à élaborer une sorte de riposte graduée, de réponse graduée à ce qui est en train de se passer là-bas. Et les États-Unis, c'est exactement la même chose. Tant que la communauté internationale décidera de se rendre impuissante et de laisser la situation pourrir, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment le cas dans la région, on peut craindre le pire. Alma Dufour, le gros coup de froid sur les marchés financiers hier, même si ça s'est un tout petit peu calmé cette nuit après le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis, qui fait craindre une récession. Est-ce que ça vous inquiète? On va essayer de se réceptionner. Oui, bien sûr que ça nous inquiète. Et en fait, on le dit depuis plusieurs mois. Ce qui je trouve très intéressant, c'est la capacité de faire comme si tout allait bien dans le système par les tenants de la politique néolibérale comme Emmanuel Macron, comme si, voilà, on a par exemple les yeux rivés sur la dette française. On dit, ah mon Dieu, la note de la France va être dégradée, qu'est-ce qui va se passer? Et là, en fait, on n'a jamais emprunté à des taux aussi bas depuis très longtemps, alors que la note de la dette française a été dégradée. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la menace va venir, comme d'habitude, du secteur privé, de la finance privée, qui s'est engagée dans des bulles spéculatives aux États-Unis, notamment dans l'immobilier, donc l'immobilier de bureau, et aussi de la politique absolument désastreuse des banques centrales, qui ont décidé de remonter les taux pour lutter contre l'inflation, au lieu d'admettre et de dire aux populations que l'inflation, elle est due à la spéculation. La crise inflationniste que l'on connaît depuis plus de 2 ans, elle est due à la spéculation des grandes multinationales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et qu'en fait, pour lutter contre l'inflation, il fallait contrôler les marges. Vous parliez d'Emmanuel Macron, il n'a rien à faire dans ces spéculations. Si, parce qu'Emmanuel Macron mène peu ou prou des politiques qui ressemblent aussi à la doxa économique américaine. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'arrête pas de répéter que le problème, c'est la dette française, que le problème, c'est la note de la dette française, et le problème, c'est qu'on devrait faire toutes ces réformes sociales parce que nous n'aurions pas le choix, parce que les marchés financiers ne voudraient plus nous prêter de l'argent. Résultat des courses, on se rend compte que c'est exactement l'inverse de ce qu'il annonce régulièrement et de ce que ses ministres annoncent à la télé. C'est-à-dire, les agences de notation dégradent la note française, ça ne nous empêche pas non seulement d'emprunter, mais on emprunte moins cher. En réalité, nous sommes menacés par l'instabilité financière créée par les marchés financiers. Emmanuel Macron est très pro-marché, refuse de regarder les dérives du système capitaliste financier mondialisé
généralisé. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une filiation idéologique entre ceux qui aujourd'hui provoquent la crise aux États-Unis et Emmanuel Macron en France. Votre réponse, Nouveau Front Populaire, c'est quoi ? C'est la taxation des actionnaires ? Mais déjà, c'est contrôlé. Donc, il y a deux choses. Déjà qu'il faut... Donc, on est content quand même que la Banque Centrale Européenne, elle, ait eu la sagesse, on va dire, de se rendre compte que remonter les taux et continuer à les laisser très haut était une très mauvaise idée et commence à baisser un petit peu les taux directeurs. Elle a commencé en juin. Nous, ce qu'on demande, c'est une accélération de cette baisse des taux dès la rentrée, donc que la BCE poursuive son effort pour pas finir justement comme les États-Unis. Ça, c'est pour le point de vue strictement financier. Ensuite, effectivement, il faut contrôler l'inflation à sa racine. Ce qu'on dit depuis 2 ans, c'est que l'inflation, elle est due à l'explosion des marges dans certains secteurs, comme l'énergie, par exemple, et qu'il faut contrôler les marges. Et on peut contrôler les marges de 2 manières. Taxer les super profits ou bloquer les prix. Taxer les actionnaires, ça ne va pas les faire arrêter de boursicoter. Ils remettraient leur argent ailleurs. Mais il faut contrôler. Évidemment que si vous dites juste je vous taxe et je mets aucune politique de rétorsion en place, si vous essayez d'évader la taxation, c'est sûr que ça marche pas comme ça. Il faut se doter d'instruments de contrôle financier, de contrôle des capitaux et de contrôle de ceux qui essayent d'évader notre système d'impôt beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui pour que ça vous coûte si vous décidez de mettre vos billes ailleurs. En termes, c'est-à-dire que est-ce que vous avez toujours le droit de faire du business en France si vous échappez à l'impôt, si vous décidez de planquer, vos sous dans des holdings au Luxembourg, etc. Tout ça, c'est un cadre économique global qu'il faut renégocier. Et on doit s'arrêter là. Alma Dufour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin, députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Bonne journée à vous.